des changements dans la réglementation pour réellement pour une utilisation rationnelle et puis interdire l'utilisation de l'eau potable dans certains secteurs d'activité. Et puis là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Une autre question sur la thématique de l'eau avant de passer à la thématique suivante. C'est une question ou une intervention? Une question. C'est juste pour savoir quelle est la politique au niveau pour la maîtrise de l'eau. Quand on voit des régions, ça diffère d'une région à une autre. Au nom, par exemple, de l'efficacité économique pour ce qui est du tourisme, on voit des régions très pauvres, comme la région de Djerba, où il y a un gaspillage d'eau par le secteur touristique et hôtelier, et juste à côté, le petit agriculteur, il n'a pas d'eau pour arroser son petit verger. Et là, l'équation est difficile, c'est-à-dire cette eau qui coûte assez cher pour certains et dont ils n'ont pas accès, et qui est gaspillée, de l'autre côté, il est gaspillé comme ça, d'une façon incontrôlée. Quelle est notre politique pour que cette eau-là, on lui donne, c'est-à-dire lui donner la dimension réelle. Il y a des hôtels parfois qui tournent la vide et qui remplissent 2 fois leur piscine parce qu'ils sont obligés que les eaux stagnantes. Il y a qui tournent presque à vide et donc ils sont obligés de changer leur haute piscine 2 fois par mois. Et là, qu'est-ce qu'on va y gagner et qu'est-ce qu'on va perdre? C'est-à-dire qu'il faudrait faire une cartographie. Je pense quelle est la cartographie? Une cartographie non seulement nationale, mais une cartographie par région. Et c'est là, c'est une équation entre qu'est-ce qu'on va y gagner dans un secteur bouffeur d'eau, consommateur d'eau, par rapport à notre secteur. Moi, je tiens à dire une chose dans ce sens parce que, en fait, les hôteliers, c'est pas généralisé, les hôteliers réutilisent les eaux usées. Leur eau usée, elle est traitée et puis elle est utilisée pour l'arrosage, etc. Donc, vous avez cité l'exemple de jeu, c'est pas pour défendre, mais c'est vrai qu'il y a, parce que c'est normalisé l'utilisation au niveau des hôtels, c'est-à-dire par personne, il faut tant, etc. Mais il y a une politique de réutilisation de ces eaux qui sont en rapide, donc ils ont intérêt parce que ça coûte de l'argent. Donc la réutilisation des eaux, ils font avec de l'économie d'eau. Donc ils ont intérêt à le faire en ce sens. L'enjeu, il y a l'utilisation des ressources naturelles. Bon, l'utilisation des ressources naturelles, c'est-à-dire quand on parle un peu de développement durable, donc le développement durable, c'est que comment concilier l'économie et une gestion rationnelle des ressources en eau. Bon, on parle en général de l'écologie. Là, l'utilisation rationnelle des ressources en général, que ce soit, par exemple, je ne sais pas moi, si on peut parler d'une carrière, une utilisation rationnelle et optimale de ces ressources, d'une ressource, des fois qui peut être non renouvelée, et elle ne peut pas être renouvelée. C'est-à-dire qu'il faut encore des siècles et des siècles. Donc là, je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience dans ce sens. C'est qu'actuellement, on rejette énormément de déchets de construction. Alors qu'il y a certains déchets qui sont réutilisables et d'ailleurs les Japonais sont les plus forts dans ce domaine. Et puis, jusqu'à quand on va utiliser, c'est-à-dire nos ressources comme pour les carrières de calcaire, etc., d'une façon rationnée. Je dis bien rationnée parce qu'on ne peut pas empêcher aussi le développement économique, mais il faut rationaliser pour laisser aussi aux générations suivantes aussi leur devoir à l'utilisation de ces ressources. Le tri, maintenant, c'est vrai, un certain temps, on parlait de l'économie verte, c'est-à-dire la réutilisation, le recyclage du verre, le recyclage du papier, le recyclage du plastique, etc. Maintenant, on parle de l'économie circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire l'économie circulaire? C'est-à-dire on ne rejette plus rien. C'est-à-dire tout doit circuler.
C'est-à-dire, en fait, les déchets deviennent une matière. Donc, finalement, je pense que là, il doit y avoir aussi une prise de conscience dans ce sens. Et dans un objectif bien précis aussi, donc c'est la rationalisation des ressources naturelles. Et puis, la préservation des écosystèmes, parce que des fois, on a des écosystèmes bien particuliers qui ne se renouvellent plus. C'est-à-dire, on perd des variétés, et puis voilà, c'est fini. Hein. Il n'y aura plus, on peut créer des déséquilibres dans la nature, etc. Donc là aussi, c'est une responsabilité qui doit être prise en considération dans ce sens. Voilà, donc je pense que... Je ne sais pas s'il y a des questions dans ce sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe aux aspects économiques et sociaux? Non? Donc même question sur les enjeux économiques et sociaux liés à la responsabilité sociétale. Quels seraient à votre avis les deux principaux enjeux en matière sociale, les deux principaux en matière économique, et après on laissera la place aux questions? Je pense que c'est un thème transverse. Et on ne peut pas parler de l'économie sans parler de du social, et on ne peut pas parler du social sans parler de l'économie. Ce sont très très liés, ce sont deux thèmes qui sont liés ensemble, parce que, comme vous savez, comme tout le monde le sait, depuis en 2011 et tous les changements qui sont intervenus aussi bien dans la région que dans le monde, c'était pour des raisons économiques et sociales, parce que il y a une très mauvaise répartition des richesses, c'est le modèle de développement qui n'est pas cohérent, ce que la réponse aux attentes d'un grand pan de la population qui vivent en marge de la société. Et ces attentes-là ont engendré, à force de ne pas être résolues, ont engendré des frustrations. Après ces frustrations, il y a eu cette explosion dont on subit encore les ondes de choc. Et à mon avis, quant les aspects de la RSO donnent des éléments de réponse à une entreprise ou à une organisation. Comment concilier ces deux axes, parce qu'elles sont liées directement à l'homme, et la création de richesses, entre la création de richesses et la valeur ajoutée, entre le capital et la valeur ajoutée des créateurs de richesses, il doit y avoir cette synergie. Quelle est ma part de cette richesse dont je participe à la créer? Et là, ce sentiment-là, s'il n'est pas... on ne trouve pas des éléments de réponse, c'est qu'il y a un dérèglement. Et parmi ces dérèglements-là, on voit aujourd'hui toute cette économie qui doit être, ce système économique qui doit être mis en cause, l'économie informelle, l'économie parallèle, la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Et on a vu que ce qui se passe ce qui s'est passé en 2008 au bassin minier qui était avant et des dizaines d'années avant était un bassin d'emploi, et même pendant la colonisation, le bassin minier de Tlaou et Gafsa était un bassin d'emploi qui faisait travailler non seulement des Tunisiens, mais des Algériens, des Libyens, et même pendant la colonisation, des Italiens et des Maltais qui venaient ici pour travailler, parce qu'ils trouvaient cette ascension sociale en venant travailler. Et en voyant ce que le bassin minier est devenu, et comment il a changé, parce que la richesse créée dans cette zone n'a pas profité aux personnes qui sont là et les créateurs de cette richesse-là. Et de là, nous allons nous demander nous-mêmes quel est notre modèle de développement et quelle économie nous voulons et quelle réponse à cette économie par rapport à nos attentes sociales. En plus, il doit y avoir penser que aussi le système financier, moi je travaille dans une banque, quel est le rôle du système financier? Comme vous savez tous, là la banque, beaucoup de monde croient que la banque vend de l'argent. Elles ne vendent pas d'argent, elles vendent du temps. Elles donnent de l'argent pour les gens qui ont besoin de ce temps pour attendre à ramasser cet argent pour faire un projet, et elles placent l'argent pour les gens
qui n'ont pas encore pensé à créer leur projet, ils ont de l'argent. Et elles vont de temps. Et ce temps-là nous est très précieux. Et cette corrélation entre les gens qui ont cet argent et les gens qui n'ont pas, et comment faire cette répartition au niveau du système financier et donner un rôle au système financier pour qu'il joue le rôle dans le pays. Quand on voit que 70% des agences bancaires sont situées sur la côte, qu'à l'intérieur du pays, les gens sont nettement sous-bancarisés. Quand on va à Tunis, à Sousse, à Nabeul, il y a une agence bancaire pour 4000 habitants qui répond plus ou moins aux normes internationales. Quand on va à Gassri, une agence pour 27 et 28 000 habitants. Quand on voit le microcrédit, la microfinance, et cette valeur-là que doit donner le système financier pour la création de l'emploi. Tout à l'heure, c'est à dit qu'on emploie 700 000. On emploie dans la fonction publique et le secteur public, on emploie le double de ce qu'on a besoin. Maintenant, il faudrait qu'on pense, et avec ce que maintenant nos camarades de la BTS font maintenant, et certains banques qui sont en train de travailler sur l'économie, sur le microcrédit, les microfinances, créateurs de valeur ajoutée, créateurs de richesse et d'emploi, nous devrons axer sur ce créneau. Tout est à revoir. Le système financier est à revoir, le système économique. Et là, quand on voit cette situation où tout le monde revendique à la même temps, moi je représente l'UJT, tout le monde revendique ensemble, et parfois le patronat qui n'était pas disposé avant à discuter, non pas à donner, refuse parfois de donner, et parfois il cède de tort et à travers. C'est-à-dire comment trouver une ligne directrice et trouver un fil conducteur entre toutes les attentes et trouver le juste milieu entre ce qu'on peut produire et ce qu'on peut donner, et comment répartir surtout équitablement cette richesse, non pas de façon égale, mais équitable. L'équité, c'est plus grand que la justice. Et c'est ça, et je pense que ce que quand on a parlé du pacte social, ce pacte social entre l'organisation patronale et l'organisation des travailleurs peut être aussi, s'insère aussi dans les lignes directrices de l'ISO 28000. Je pense que les entreprises qui maintenant ont adopté, se sont engagées à l'ISO 26000, je pense que ce sont les entreprises qui ont le moins de tension sociale dans leurs entreprises. Ceux qui ont le moins de problèmes entre partenaires sociaux. Parce qu'effectivement, parmi les questions centrales, il y a ce dialogue social. Il y a cette participation de tout le monde à tout ce qui touche l'entreprise et à tout ce qui touche le contexte de l'entreprise, aussi bien les parties prenantes. Quand on dit que la partie prenante, une entreprise qui évolue avec un fournisseur, qu'il exige de ce fournisseur, qu'il respecte l'environnement, qu'il respecte les droits sociaux et les normes fondamentales de travail, c'est un gage qu'elle crée autour d'elle, et avec toutes ces parties prenantes, des ordres positifs. Et c'est ça, je pense, que ce que peut apporter l'ISO 26000 et cet engagement volontaire par rapport à l'attente de toute la société. Et là, je crois qu'il y a quelque chose entre l'arabe et le français sociétal. En arabe, c'est mujtama'i, mujtama'atir. Mais en tout cas, la réponse est là. La norme, elle est dans une optique de responsabilité de norme. Il y a le social, et le sociétal. Et dans cette optique-là, on doit se retrouver tout le monde. Ça, c'est à peu près en grande partie de ce que j'ai constaté en tant que membre du comité de pilotage, et mes camarades aussi, ainsi que la coordinatrice, que les entreprises engagées dans ce projet, ce sont ceux qui ont le moins de problèmes et moins de conflits. Parce qu'il n'y a pas de problème, ils ont moins de tensions et moins de conflits. Et parce qu'ils essaient, à travers l'une des questions centrales qui est le dialogue social et les conditions de travail, de résoudre les problèmes à l'intérieur de leur entreprise et aussi bien avec les entreprises avec qui ils travaillent. Alors, vous parlez effectivement de cette responsabilité sociétale avec Passion, vous avez bien raison. Est-ce qu'il y a une petite question qui occasionnerait une petite réponse, s'il vous plaît?
Même principe, vous présentez d'abord. Je suis ministère de la Jeunesse et du Sport. Je voudrais bien voir le message du ministère de l'Environnement n'est pas clair. Parce que s'adresser aux écoliers ou quelque chose comme ça, c'est pas très vigilant. C'est une question? C'est une question? Je voudrais bien une petite remarque. Ah, Une petite remarque. Les diagnostics qui sont faits sur tous les fossiles et tous les bassins qui existent en Tunisie, presque bassins de ruissellement. de dessalement. L'ONAS, je ne voudrais pas bien préciser. Cause beaucoup de problèmes d'environnement. Alors, il faut bien inviter le ministère de l'Environnement à bien appuyer ce message. Et bien préciser ce message dans la télé et dans tous